Je prie les Si. témoins. Ok. Bien, l'une des choses, des traits que j'admire le plus, c'est le caractère elliptique de cette histoire. Vous êtes doué pour faire nous comprendre une situation, un personnage, un humour avec 3 ou 4 scènes. Il n'y a pas de péripéties. J'aime bien. Bien, je suis d'accord. Mais est-ce que vous avez une vision très, très claire quand vous écrivez les scénarios très ou clair. après à la salle de montage, Non. vous passez à la trappe, tout ce qui... Non, sur ce caractère elliptique que vous évoquez, oui, le scénario le contient. Ça, c'est sûr. Après, on fait des choses, elles sont plus ou moins réussies. Et puis parfois aussi, il se passe une chose, c'est que comment le scénario est tellement elliptique, et d'ailleurs je pense que ça a dû se produire sur ce film-là, que quand je tourne, je m'aperçois qu'il va me manquer quelque chose. Donc je vais organiser le tournage pour éventuellement être moins elliptique. Mais c'est vrai que j'ai dès l'écriture comme une idée comme ça d'une chose rapide, et parfois qui est trop rapide. D'accord. Pour moi, ça fait la différence entre vous et d'autres réalisateurs. C'est-à-dire que c'est peu descriptif. Oui, qui sont aussi renommés pour leur technique de montage. Et je pense par exemple à des réalisateurs américains comme David Fincher ou Christopher Nolan. Et ils ont l'habilité de faire de grands collages d'images avec un rythme très intense. Mais pour moi, ces films sont exténuants parce qu'ils montrent tout le temps. Ouais. Et c'est un cinéma explicite jusqu'aux sociétés. Je suis très d'accord. Non, excusez-moi, je ne parle pas de Nolan, ni de Fincher, ni de ça. Mais je suis très d'accord avec cette idée de créer. Comment ? Ce qu'on ne va pas montrer ou choisir de ne pas montrer sera aussi important que ce qu'on va montrer. Voilà. Et ce qu'on ne va pas montrer va charger ce qui sera montré. Alors, ma question c'est, est-ce que vous pensez beaucoup à des autres réalisateurs contemporains, des films contemporains avant des filmeurs? Il y a une vie de confrontation avec des autres formes de films ou... Non, je savais, je pense une histoire, quand quelque chose m'apparaît comme une histoire possible à raconter, et tout à coup je vais me mettre là-dedans, mais non, je pense à personne. Non, j'ai pas de, je crois pas. Après, je peux pas être assuré en disant ça, parce que à un moment donné, on ne sait plus comme moi, par exemple, je pense que je ne sais plus exactement ce qui me constitue comme cinéphile. J'ai vu beaucoup de films. Alors comment ça va? Alors ça crée plutôt des façons de voir, mais je ne sais pas d'où elles sont acquises exactement, ces façons de voir. On ne sait pas de quoi est faite exactement au détail près notre culture, j'en sais rien. Moi j'ai vu beaucoup de films, donc je pense qu'à certains moments il doit y avoir des choses qui remontent, qui viennent, mais j'aurais beaucoup de mal moi à les attribuer. C'est plutôt le rôle de la critique, du spectateur, si tant est que ça ait un intérêt. C'est venant de Ruidos et c'est un film d'une méticulosité formidable. Il y a une vraie intention de filmer une France réelle. Je pense par exemple à les localisations que vous choisissez, à la langue des personnages, à tant de détails. Mais au même temps, il y a une forte volonté de stylisation. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est difficile de C'était le problème de comment chaque film a son problème. Mon film précédent, chaque film pose dès l'écriture un problème que vous allez retrouver partout. Parce que vous allez engager des éléments, des éléments formels, des éléments de fiction qui sont contradictoires. Et c'est comme ça que ça va avancer. Le problème sur ce film-là, c'était celui de combiner une stylisation assez forte
le Marineland, l'accident, le trucage, les jambes, les combats, l'enfant, c'était des choses comme ça. Et comment ? Et c'était la stylisation et le réalisme. Comment les combiner ? Tout le temps, c'était un jeu très délicat, c'était un truc assez délicat auquel il fallait faire attention tout le temps. Si on était trop stylisé, on n'y croyait plus. Si on stylisait trop, on n'y croyait plus. Et si on était trop réaliste, on s'ennuyait. On était très très plat. Et c'était sans arrêt ce problème d'ajustement. On l'avait au scénario avec Thomas Bidguin, je l'ai eu pendant le tournage, avec le jeu des acteurs. Jusqu'à quel point il devait emmener jouer d'une certaine façon. Je l'ai eu jusque dans la musique d'Alexandre Desplat. C'était si la musique était trop orchestrée, ça devenait pompeux, et s'il n'y avait pas ça, ça devenait très plat. C'était vraiment toujours cette balance-là. Oui, la bande sonore, c'est toujours important dans vos films. Il n'est jamais prévisible et linéaire. Vous travaillez beaucoup avec des textures, des tons, des hauteurs. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer votre effort de construire tous ces paysages sonores? Qu'est-ce que vous entendez exactement par paysage sonore? Et vous devez voir les images et après travailler avec les sons, ou vous avez une idée de la bande sonore avant de filmer, ou comment vous faites pour vous? Je veux dire que quand on rentre à ce point-là dans la technique du truc, je crois que quand même il y a quelque chose d'empirique. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que j'ai une vision du son, du rapport du son et de l'image très, très, très précise. Parce que comment le tournage va immédiatement imposer un principe de réalité sur les mots que vous avez écrits, et ça c'était pas prévisible. Un acteur ou deux acteurs dans un scénario, c'est des personnages, c'est des noms de personnages. Tout à coup, ils vont jouer et ça va être tout autre chose. Par exemple, il y a une chose qui m'a... si je peux répondre un peu plus longuement, il s'avère que la particularité pour moi, entre autres, de ce film, c'est que d'habitude je répète avec les comédiens, je répète. Et je travaille en avant. Là, je ne pouvais pas travailler avec Marion puisqu'elle travaillait aux États-Unis. Donc Marion, elle est arrivée, le premier jour du tournage, pour elle, c'était la scène où elle découvre qu'elle n'a plus de jambes à l'hôpital. Et donc elle avait travaillé de son côté. Et dans cette scène-là, je me souviens très très bien d'avoir eu la sensation que Marion me montrait comment elle avait travaillé son personnage, ce qu'elle pensait elle du personnage. Et donc là, il a fallu que je l'ajuste. Mais moi, à ce moment-là, j'ai compris ce qu'était le personnage qui n'était qu'un nom à ce moment-là. Et donc vous êtes obligé de composer avec ça. Et c'est à partir c'est pour moi en tout cas après que je vais voir les équilibres de cette chose. Mais ce qui m'étonne moi toujours, c'est que on a une idée de film à un moment donné. Disons, quand on a fini le scénario, on a une idée de film. Et puis après, il va y avoir plein de choses. On va préparer le film, on va tourner le film, on va monter le film, on va mettre de la musique dessus. Et puis on va oublier cette idée qui était à l'origine, qui était l'espèce de petit noyau dur qu'on a imaginé un matin. Et pendant des mois, vous allez passer votre temps à l'oublier. Et à la fin, ce truc-là, il va vraiment apparaître. Et c'était en gros, c'était assez exactement l'idée que vous aviez à l'origine. C'est tout à coup, ce que vous avez devant vous, c'est l'intuition que vous avez eue au tout départ. C'est comme si on avait passé des mois à oublier ce à quoi on avait pensé. Et l'objet final, c'est assez exactement ce qu'on avait imaginé au début. Merci pour sous une autre forme. La largesse de l'explication. Voilà. C'est parfait. Et un autre de Ruidos, autant qu'un prophète, et vous mettez en scène des rêves ou des visions ou des souvenirs qu'on rappelle comme des rêves. Et comment est-ce que vous créez ces paysages mentaux? Il y a déjà une totale planification où vous trouvez les images en scène ou après au montage? Dans celui-là, ça serait quoi par exemple dans De Rouille?
Ah, oui, par exemple, la manière de rappeler l'accident pour... Ah, quand elle est à l'hôpital, tout ça. Oui. Alors comment il devait y avoir écrit dans le scénario images ou souvenirs ou images mentales de, mais tant que vous ne les avez pas fabriquées, ces images-là, vous ne savez pas comment vous allez pouvoir les monter, surtout celle-là. Celle-là, par exemple, quand elle rêve dans son truc, on est sous l'eau. Et c'était une chose assez étonnante, c'est qu'on a attaché des caméras aux orques. Et donc c'était les orques qui filmaient, c'était pas nous, c'était l'orque qui cadrait. Et il y a une image assez particulière à un moment donné où on voit la dentition de l'orque comme ça. C'est parce que l'orque a fait tomber sa caméra, c'est des petites caméras GoPro, il l'a fait tomber, il s'est aperçu qu'il l'a fait tomber, il est allé la chercher. Et c'est lui qui ramène. Mais ça, je ne peux pas le savoir avant que l'orque ramène la caméra. Oui, c'est les premiers films déjà que je me souviens où l'univers est féminin et autant d'important que l'univers masculin. Qu'est-ce que ça signifie? Un rapprochement différent, plus de doutes à l'écrire? Non, pas du tout. Non, d'abord, excusez-moi, mais c'est pas. J'en avais fait un autre qui s'appelait Sur mes lèvres, où c'était un personnage féminin. Et celui-là, non, celui-là, il a vraiment été créé par les frustrations du film précédent, par un prophète. Un prophète, il n'y avait pas d'histoire d'amour, que des hommes, pas de femmes, pas d'espace, pas de lumière. Et ben, je veux dire que quand j'étais au montage d'un prophète, j'ai eu naturellement envie d'une histoire d'amour, d'un personnage féminin, de lumière, de profondeur de champ. C'est comme ça que c'est venu. Et je dois confesser qu'en général, les scènes d'élite, c'est dit, de combat, oui. Minuit, mais ce n'est pas prêt à des rouilles et d'os. Je pense qu'on éprouve un érotisme très intense. Et ce n'est pas une question de voyeurisme ou de morbidité, mais il y a quelque chose d'excitant, de vif, de contaminant. Et c'est difficile pour moi de rationaliser. C'est difficile à rationaliser, mais ça faisait partie du projet. Donc moi, je savais que si je racontais une histoire d'amour avec une fille qui avait perdu ses jambes, et a fortiori si c'est Marion Cotillard, mais que ça répondait, moi, de toute façon, à un problème de cinéma, qui est comment filmer des scènes d'amour, puisqu'elles sont fausses, normalement. Et là, ça me permet de dévier le regard et de passer sur l'infirmité, mais qui est incroyablement érotique, elle est plus que nue à ce moment-là, la femme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça crée une espèce de surnudité qui est troublante. C'est ma question, c'est revenu. Et pour les spectateurs, l'identification avec Stéphanie Ali n'est pas un coup de foudre. Mais au bout qu'on pense comme des héros, on a l'envie de voir réussir. Et est-ce que c'est un défi, trouver la manière d'éveiller l'empathie des spectateurs pour des personnages qui ne sont pas faciles ou évidents? Toujours, dans tous les films précédents aussi, c'est la même difficulté. Moi je pense qu'il y a peut-être plusieurs choses. Il y a probablement en toile de fond mon goût pour les films B, pour les films B, les films de genre. Et puis après, j'avais le désir de faire un film voilà, comment je me posais, c'est comme si ça répondait à une question, à quel héros en temps de crise on a le droit? Quelles seraient les nouvelles figures héroïques en temps de crise? Qu'est-ce que c'est que faire un héros d'un type qui mange dans des poubelles, lui faire un très grand chemin, mais il ne fait pas un chemin colossal, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas non plus, il ne devient pas Rockefeller ou quoi que ce soit, mais ils font l'un et l'autre un chemin important, et dans une... oui, c'est ça, sur un fond de crise, non héroïque. Après la projection, j'ai parlé avec des copains sur le film et j'ai remarqué que la dernière partie du film, c'est la partie la plus débattue. Parce que les gens pensent que c'est une fin trop heureuse pour cette histoire.
Pas pour moi, parce que je pense qu'il nous dit, bien, la rédemption c'est possible, mais n'est pas possible, effacer le passé. Et il est là et sûrement il reviendra à nous rappeler des vieilles blessures. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris bien la dernière partie du film ou une fin heureuse? Qui n'aurait pas compris la fin heureuse. Ça, franchement, je ne sais pas. Je sais pas comment dans les éléments que donnait Craig Davidson étaient plutôt noirs, l'auteur de la. Et moi, j'avais pas envie de ça. D'autant plus que pour moi, l'histoire, elle pourrait être d'une certaine façon racontée du point de vue de l'enfant. Donc j'avais pas. Non. Moi, je pense que c'était. Moi, la fin, je l'imagine. Je trouve que c'est une fin modestement heureuse. Elle n'est pas triomphante. Elle est modestement heureuse. Il n'est pas champion du monde de boxe. Il fait du free fight. C'est un milieu terrible. Je trouve, moi, la fin assez modeste dans le bonheur. Et parfois, voilà, on a besoin de ça. Peut-être qu'on n'a pas besoin de grand bonheur. On a besoin de bonheur modeste. Et après, j'ai trouvé la métaphore de l'os de la main vraiment beau et approprié pour expliquer un peu ces freins. Comment vous l'avez trouvé? Elle était dans la nouvelle. C'était une nouvelle. C'était le texte. C'est un texte que je trouvais très beau et qui était en ouverture d'une des nouvelles, de la nouvelle sur le boxeur. Sur le boxe? Ouais. Ah, pas la... Il y avait deux nouvelles. Il y avait une nouvelle qui s'appelait La fusée, qui était sur le Marineland, sur les orques, et puis une autre nouvelle qui s'appelait Un goût de rouillé d'os. Et ça commençait par ce texte-là. Me vas a tener que ayudar con uno porque no sé cómo se llama. Juste après avoir vu Des rouillés d'os, j'ai vu une œuvre de théâtre. Une pièce de théâtre? Une pièce de théâtre avec Marion Cotillard. Oui. Il s'appelle Jeanne Aubuchet. Jeanne Aubuchet. Ah, Buchet. Claudel. C'est un contraste, non, entre une personnalité tan carnale et tan mystique. C'est une actrice. Une double dimension. Tellement charnel et tellement mystique. Donc le contraste. Ouais, moi je trouve ça, c'est elle, ça. Ce que j'aime chez Marion, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est elle a un drôle pour moi de mélange de virilité, de trucs costauds comme ça, forts, et de vraiment de féminité très érotique. Elle a vraiment ces deux trucs-là tout le temps. Et mon dernière question pour aujourd'hui, et dans tous vos films, il y a regarder les gens tomber et les bâtiments encore s'est arrêté et des rouillés d'eau. Il y a une forte confrontation entre père et fille. Vous étiez les filles d'une scénariste et d'une dialoguiste. Oui, très célèbre. Il y a un dialogue fort entre vos cinémas et... J'ai beaucoup de mal. Moi, alors, si je dis oh, non, pas du tout, vous allez me dire oui, allô Freud. Mais je pense que c'est pas. J'ai mis du temps à comprendre, mais je crois que ce qui m'intéresse dans la confrontation entre le père, le fils, la mort du père, c'est pas tant la mort du père. Si c'était ça, ça serait vraiment un petit peu imbécile. Je crois qu'en fin de compte, ce qui m'intéresse, c'est plutôt après la mort du père, quand les pères sont morts, quel monde ils nous ont laissé, quelle sauvagerie ils nous ont laissé, quel monde sauvage ils nous ont laissé, et comment on va se débrouiller dedans. Moi, je crois que c'est ça qui m'intéresse. Vous voyez, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, donc j'ai encore à chercher, mais je crois que c'est ça. Ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est pas la mort du père, c'est l'état du monde après la mort du père. C'est comme, d'une certaine façon, quand on regarde le cinéma américain, il y a cette violence incroyable, cette violence fondatrice du monde, dans le western est là. Et c'est comment on va se débrouiller avec ça, comment on va faire entrer la démocratie, comment on va retrouver l'amour.